Monsieur Louta, bonjour. Bonjour, Alors, Monsieur Koubati. merci. Alors, en effet, donc merci d'avoir accepté cette interview pour Only Cap. Donc, Only Cap va interviewer l'ensemble des candidats dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour celles et ceux qui le souhaitent. D'accord. Et vous êtes le premier, donc déjà un grand merci. Quel Et honneur. quel honneur en effet. Puis écoutez, pour aller dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Présentez-vous votre parcours politique et votre parcours professionnel. Alors, donc, moi, je suis Prince Loubota. Ma directrice de com va me dire de ne pas me tromper sur mon âge. Non, mais, non, mais voilà, j'ai 35 ans et je suis cadre commercial dans une boîte allemande. Alors, en termes de parcours politique, le moi est un peu haïssable. J'aime pas trop parler de moi, mais en termes de parcours politique, ça dépend de ce que l'on entend par politique. Si on entend par politique le fait que je sois un professionnel de la politique, c'est pas le cas. Tout simplement parce il y a 6 mois, j'étais chez moi assis en train de regarder Netflix et aller travailler le matin. Et j'ai été happé par la présidentielle et principalement par comment dire, le fait qu'Éric Zemmour présente sa candidature. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à côtoyer, on va dire, le monde politique tel qu'on le conçoit, enfin, tel que la majorité le conçoit. Cependant, personnellement, moi, je conçois la citoyenneté comme étant, comment dire, enfin, je conçois qu'on est citoyen lorsqu'on prend conscience de la direction de la cité. Et donc, si la politique, c'est s'occuper politiquement du sort de la cité France, en l'occurrence ici, c'est que oui, j'ai un intérêt très fort pour la politique par le biais des lectures, par le biais du fait que j'adore regarder les débats politiques. J'ai toujours considéré le peuple France comme un peuple politique. Ces dernières années m'ont un peu démenti. Donc, si la politique pour vous, enfin pour vous, pour ceux qui m'écoutent en tout cas, c'est le côté professionnel de la politique, je n'en suis pas un. Mais si la politique, c'est s'intéresser au sort de la cité, oui, je me suis toujours intéressé au sort social de la France et au sort identitaire de la France. Voilà. Alors, vous parlez donc de la candidature d'Éric Zemmour. Donc, on connaît tous maintenant le résultat de la présidentielle 2022. Donc, Ouais. Macron en tête, juste derrière Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon juste derrière, et après, donc, assez loin derrière, Éric Zemmour, qui parvient quand même à se hisser au-dessus de la barre des 5%, mais qui, semble-t-il, a peut-être été sujet entre guillemets au vote utile. Mm. Comment vous l'analysez, vous, cette situation, la campagne de la présidentielle, comment vous l'aviez vécue et comment vous analysez ces résultats? Alors, je vais d'abord être honnête parce que j'ai toujours tendance à être honnête. Euh, D'abord une déception, mais pas une déception parce qu'Éric Zemmour a perdu, mais une déception pour la France. Moi, si je suis venu effectivement vers Éric Zemmour, c'est parce que comment dire, j'ai ressenti en moi un espoir que j'avais pas ressenti depuis longtemps. De la part du milieu, on va dire, politique par rapport au sort de la nation. Éric Zemmour a été le seul vraiment qui a parlé du sort et du destin de la France comme ça devait être le cas logiquement lors des élections présidentielles et pas de mesurette. Donc de ce point de vue-là, la défaite pour moi est d'abord une défaite de la France. Euh, et ce résultat, si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, moi, la campagne, je l'ai vraiment vécue et c'était mon espoir parce que je me disais que l'abstention qui se creusait d'élection en élection était du fait que les gens ne parlaient plus de la France. Moi, c'était mon interprétation d'origine et que les Français se détachaient de l'élection présidentielle qui était l'élection qui est encore même, dans les faits, l'élection qui résiste le mieux à l'abstention. Euh, Néanmoins, donc moi je pensais qu'au travers cette épopée, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, comme une vraie épopée, je ressentais un peu certaines choses dont on a pu
penser ou entendre du général de Gaulle. Il y avait vraiment la rencontre d'un homme et, euh, et du peuple tel que le général de Gaulle l'a voulu pour la Ve République. Et donc, moi, je l'ai vécu comme ça de l'intérieur. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu une cassure. Et pour moi, la cassure, enfin, il y a eu un sentiment où j'étais un tout petit peu effrayé parce que je connais quand même le monde médiatique et comment la bien-pensance a gangréné un certain milieu médiatique et même voire intellectuel. C'est lorsqu'il y a eu effectivement l'attaque de Vladimir Poutine, enfin l'attaque de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Mais pourquoi je me suis dit? Parce qu'en fait, les sujets qu'Éric Zemmour mettait sur la table, on voit très bien qu'avant avant l'attaque de Vladimir Poutine, il est en deuxième position dans les sondages. Il dépasse Marine Le Pen à ce moment-là. Et bizarrement, ou enfin, en tout cas comme les faits l'ont prouvé, il a commencé à avoir une dégringolade que je ne voulais pas croire au départ quand même, parce que je me disais, non, le peuple français est plus fort que ça, parce qu'en fait, tous les sujets qu'Éric Zemmour avait mis sur la table et qui sont les sujets du destin de la France ont été balayés par la guerre en Ukraine. Et comme Éric Zemmour a, a plutôt un électorat, on va dire, éduqué, entre guillemets, je le mets entre guillemets, hein, je ne préjuge pas de l'éducation des gens, mais en tout cas, ce sont plus les catégories supérieures qui votent, qui ont voté principalement Éric Zemmour, contrairement à Marine Le Pen qui a un vote un peu plus populaire. Il s'est passé que cet électorat-là, comme l'électorat de Valérie Pécresse, qui pour d'autres raisons a périclité, il se fait que cet électorat-là, visiblement, est allé dans ce que vous dites, donc vote utile, qui malheureusement dans les faits devient un vote futile, parce que bon, ils ont voté utile, mais pourquoi au final? Pour avoir la même configuration que les Français dans les sondages auparavant, je crois rejetés à 80%, si ma mémoire est bonne. Donc il y a eu cet effet-là, et je pense que les gens ont moins pensé à la France dans son destin. Et pour moi, le sujet reste majeur, le grand déclassement et le grand remplacement. Donc la catégorie d'électeurs, on va dire, que nous avons avec Éric Zemmour, je pense, sans petit à petit aller du côté vers Marine Le Pen, à voir si certains sont allés vers Emmanuel Macron. Mais oui, Marine Le Pen, en tout cas, a bénéficié, et pourquoi pas même dans l'abstention. Je pense qu'il y a certains qui se sont dit, moi personnellement, je l'ai vu dans les marchés lorsque je faisais du tractage ou du porte-à-porte, les gens qui me disaient on est d'accord avec vous, mais là ça va être compliqué, on verra la prochaine fois. Ou je vais plutôt voter Marine Le Pen, même si je suis d'accord avec Éric Zemmour. Donc je pense qu'il y a eu cet effet-là. L'histoire dira, il faudra affiner un peu plus les enfin, il faut là faire une petite analyse un peu plus poussée sur les résultats pour pouvoir voir vraiment dans l'avenir ce qui nous a vraiment coûté, mais pas nous. Je parle de nous en tant que Français, pas en tant que Reconquête. Alors, pour, par rapport donc à tout ce qui est post-présidentiel, on a vu que l'extrême gauche et une partie de la gauche se sont rassemblés derrière le sigle NUPES. Hein. Oui. Comment vous expliquez l'impossibilité pour les droites souverainistes, nationalistes, de ne pas pouvoir se regrouper avec un risque quand même de perdre des circonscriptions qui étaient potentiellement pour ces droites-là gagnables du fait que, avec l'éparpillement des voix, il y a un risque que aucun des candidats ne puisse atteindre le second tour. Comment vous expliquez cette impossibilité de se rassembler? Je crois qu'on a tellement intégré le cordon sanitaire de Mitterrand qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est-à-dire que on est tombé dans le piège de la gauche et là aujourd'hui on tombe dans le piège de l'extrême centre, puisque tout le monde devient extrême. Je vais qualifier le centrisme d'extrême centre. Ce que Emmanuel Macron a réussi à faire, c'est que Emmanuel Macron a réussi une chose qui est plutôt intelligente tactiquement parce qu'il est cynique, je pense, euh, c'est qu'avec cette idée d'extrême centre, il va réussir au cas où d'avoir deux configurations de second tour pour l'avenir, c'est-à-dire soit avoir un candidat qu'il va qualifier d'extrême droite et qui sera diabolisé pareil par les médias et donc pousser l'extrême gauche à voter l'extrême centre, ou d'un autre côté avoir l'extrême gauche en face diabolisée pour que ceux qui sont qualifiés d'extrême droite puissent par la suite voter au centre. Donc
rester dans un mécanisme de vote utile. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, à droite, on ne sait pas, on n'a pas mesuré, en tout cas une partie de la droite ne mesure pas aujourd'hui le cataclysme dans lequel nous sommes dans notre pays. Je tiens d'abord à dire, avant de poursuivre, c'est que j'ai un profond respect parce que là, principalement, je vais m'adresser aux électeurs du Rassemblement national et donc je vais m'adresser au Rassemblement national. Primo, je tenais à dire que j'ai un immense respect pour ce que les électeurs à l'époque du FN, des militants du FN, ont fait par rapport à la défense de la patrie. Donc, ce ne sont pas ces gens-là que je vais viser dans les propos qui vont suivre, parce que je pense qu'ils ont tenu la barre haute, mais que malheureusement, à cause du cordon sanitaire et à cause de la stratégie par la suite de dédiabolisation de Marine Le Pen, déjà le fait qu'elle-même, elle dise qu'elle se dédiabolise, c'est qu'elle considère qu'à un moment donné, elle a appartenu au camp du diable. Donc c'est déjà un peu très particulier d'utiliser le terme dédiabolisation, tandis que moi, je n'ai jamais considéré le FN à l'époque comme étant le diable. Je l'ai défendé sans avoir été un militant du FN. Je l'ai défendé parce que je comprenais, moi, l'intérêt patriotique. Cependant, je pense que le temps ayant fait son œuvre, qu'aujourd'hui, le RN s'est enfermé dans une stratégie de parti. Je demande aux électeurs de juste prendre deux images, de prendre la vidéo de défaite de Marine Le Pen qu'elle a qualifiée de victoire éclatante le soir du second tour, de voir son sourire. Je demanderai aussi aux électeurs de se rappeler de 2017 où, malgré le fait qu'elle ait perdu, qu'elle dansait quand même, tandis que quand elle perd, c'est la patrie qui perd. Et je demanderai aux gens de regarder sur YouTube, tout ça est accessible, la défaite le soir du premier tour d'Éric Zemmour, de regarder son visage, de regarder comment est-ce qu'il est marqué. Parce que je pense que sur son visage, il est marqué par le fait qu'il sait que la France va perdre. Ceci me fait dire qu'effectivement, malheureusement, à droite, ce que Mélenchon a réussi à faire à gauche, mais pas sans peine, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans cette fameuse union de la gauche, parce que c'est une union qui est factice. Il ne pourra pas réunir éternellement des gens qui ont une ligne indigéniste et la ligne front de gauche, qui est pour moi une ligne un peu plus républicaine que la ligne indigéniste, qui est contraire à tout ce que Mélenchon pouvait dire il y a quelques années. Malheureusement, heureusement pour lui et malheureusement pour la patrie, il a réussi à réunir ça. Et nous, à droite, on est sur un phénomène qui fait que certaines personnes chez les LR continuent à défendre leur parti. Le Rassemblement national a choisi le parti au lieu de la patrie. Et le seul aujourd'hui je demande juste aux gens de regarder les images les soirs des défaites et de voir qui est marqué par la défaite pour la France. Je demande juste aux gens de faire ça et vous allez voir qui veut vraiment que la patrie se relève et qui, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, mais qu'ils le veulent un peu moins. Moi, j'ai tendance à dire que quand un artiste, et c'était le cas du FN, comment dire, réalise sa première œuvre d'art, il y a quelque chose de pur là-dedans, il y a quelque chose de vrai. Mais dès que cette œuvre d'art rencontre du succès, généralement, l'artiste a tendance à vouloir satisfaire son public. Et je pense que le Rassemblement national est rentré dans cette stratégie et donc enferme ses électeurs dans un cycle de défaite. Et moi, j'appelle aux électeurs du Rassemblement national de faire l'union des droites dans les faits. Donc, malheureusement, il y a une partie de la droite qui veut rester respectable tout en perdant, respectable selon ce que dit la bien-pensance, et il y a une autre partie qui n'a que l'amour de la patrie sur les lèvres et dans le cœur. Et malheureusement, c'est nous qui voulons le plus l'union au-delà des droites, des patriotes, pour pouvoir faire gagner la patrie. Alors, rapidement, si vous, en 1 ou 2 minutes, si c'est possible, comment vous qualifierez Je vais essayer. donc, la situation économique et sociale du pays? Si vous deviez faire une synthèse, comment vous, par rapport à la dette, par rapport à la situation de la population, à la situation économique, comment vous voyez la France aujourd'hui et comment vous la voyez demain? Bah,
La France vit un drame absolu, ça se voit dans les chiffres du chômage. Euh, je voudrais avoir une pensée, par exemple, pour nos soignants. On sait que en 25 ans, on a fermé 100 000 lits et qu'on a des soignants à cause des réductions budgétaires qui sont aussi du fait de la logique de la dette. On pourra reparler de la dette. Je pense que Emmanuel Macron a endetté le pays à hauteur de 600 milliards, si mes chiffres sont exacts, si ma mémoire est bonne, de 600 milliards qu'il a essayé d'attribuer au Covid-19, tandis qu'on ne sait qu'il n'y a que 165 milliards qui est attribué au Covid. Ça veut dire que la politique aujourd'hui économique de la France n'est dirigée que par des gens qui ne pensent qu'à leur réélection. Et généralement, les néolibéraux, pour effectivement racheter leur réélection, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'endettent. Donc, le pays s'endette et on sait comment est-ce que cette dette sera remboursée. Cette dette sera remboursée par une hausse d'impôts. Et donc, cette pression fiscale qui pèse de plus en plus sur la classe moyenne, notamment, qui s'appauvrit. Il faut relire Guy Louis avec la France périphérique, donc cette classe moyenne qui rejoint la France périphérique, enfin, en tout cas les classes populaires qui étaient jadis populaires et qui votaient d'ailleurs jadis à gauche, montrent très bien qu'il y a aujourd'hui un déclassement profond du pays. Ça se voit dans la santé, comme je vous l'ai dit, la fermeture des lits. Il y avait encore à l'hôpital Robert Ballanger, d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, des urgences qui ont été fermées euh, tout simplement parce que des soignants sont très peu payés et sont très peu. Il faut savoir que si mes chiffres, si ma mémoire est exacte, c'est qu'il y a eu une augmentation de 15% de la charge hospitalière, tandis qu'en termes de croissance d'effectifs, il n'y a eu que 2%. Donc, nous avons le monde médical qui aujourd'hui est étranglé. Nous avons une classe moyenne qui est étranglée et nous avons un pays qui s'endette et donc les générations futures qui sont en train d'être sacrifiées à l'autel de personnes. Et là, je parle notamment d'Emmanuel Macron, qui n'ont que pour seule vision une privatisation pour satisfaire leurs amis de McKinsey et compagnie, puisqu'on sait bien, tout le monde le sait, mais on n'en parle pas assez, qu'Emmanuel Macron a été soutenu dans sa campagne par des membres, en 2017, par des membres de McKinsey, et qui, comme par hasard, se retrouvent à se faire facturer des montants astronomiques pour la gestion de la crise du Covid. Je trouve ça très particulier et très inquiétant. Et donc, il y a la désertification médicale. Et pour prendre aussi un dernier point qui est une preuve aussi de notre déclassement, c'est que vous avez vu que récemment, on n'a pas assez de candidats pour le monde de l'enseignement. Et comme Emmanuel Macron a de très bonnes idées, il va aller nous mettre à l'éducation nationale un monsieur qui veut déconstruire la France. Donc, comme on n'a pas assez d'enseignants, peut-être que Assa Traoré et ses amis iront faire des cours aux enfants demain pour leur apprendre que les Français sont racistes et qu'il n'y a pas de culture française, comme le dit Emmanuel Macron. Donc, c'est un pays qui périclite et un taux de chômage qui est élevé, même si on veut nous faire croire qu'il baisse. En tout cas, aujourd'hui, en fonction de si on prend les catégories, certaines catégories ou pas, on oscille entre 7 et 10%, et qu'il y a un appauvrissement qui est un appauvrissement réel. Donc, la situation de la France, pour vous dire, c'est une situation qui est dramatique et que les politiques que nous appliquons, mais tout simplement les politiques que nous avons aujourd'hui, n'ont aucun intérêt enfin, ne font pas en tout cas ce qu'il faut pour que cette France s'améliore. Et de ce fait, je ne parle pas de la fraude, de la fraude sociale. Qui dans l'enjeu de fraude, ce sont les impôts, c'est pour ça que je le cite, dans l'enjeu de fraude est à 50 milliards quasiment. Je ne parle pas de la fraude fiscale, dont l'enjeu de fraude est à 30 milliards et dont les gouvernements actuels, en continuant avec une politique migratoire et un système social qui est ouvert au monde, ne se rend pas compte du désastre
que cela crée pour des Français, la pression notamment fiscale pour beaucoup de Français. Donc les Français s'appauvrissent concrètement et je ne crains que nous ayons pris pour 5 ans de plus. Malheureusement, les Français ont choisi de donner 1 minute de plus à notre bourreau. Alors, si vous êtes élu député demain, quelles Oui. seraient vos 3 priorités? Rapidement, hein, 3 priorités pour que vous puissiez nous je, dire. Voilà, allez-y. je suis désolé, Non, il n'y a aucun j'ai pas souci. tendance à faire bref. Il n'y a pas Mais de je vais souci. essayer de faire bref. Je vais prendre un sujet. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes pas au pouvoir. Donc, l'un des premiers sujets sur lesquels moi j'aimerais vraiment me battre, parce que je pense que ça sera ma façon de lutter contre le grand déclassement des Français, c'est lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale. C'est vraiment accompagner toutes les mesures qui vont aller effectivement lutter, mais on sait, hein, on sait où effectivement comment est-ce qu'on peut lutter contre la fraude, la fraude sociale aujourd'hui. C'est déjà, on a proposé des mesures pendant l'élection présidentielle. Avec une carte vitale biométrique, avoir un peu plus de contrôle là-dessus, notamment sur les étrangers qui viennent. Et moi, je peux vous raconter plein d'histoires de gens, puisque, comme vous pouvez le voir, si j'écoute mes gens de gauche, je suis un racisé. Donc, en tant que racisé, les autres racisés ont tendance à me dire un certain nombre de choses. Et je peux vous dire que je connais des histoires de personnes qui sont assez rocambolesques quant à la fraude sociale. Donc, pour moi, ça sera l'un des sujets parce que 50 milliards, un enjeu de 50 milliards n'est pas quand même négligeable. Donc, ça sera le premier point. Et le deuxième point, pour aller plus vite, donc j'ai bien dit fraude sociale et fraude fiscale parce qu'il y a aussi la fraude fiscale, je ne l'écarte pas. Ça, c'est pour rassurer les gens de gauche qui pensent qu'on ne lutte que contre une certaine catégorie. Non, il faut aussi lutter contre la fraude fiscale aussi. Et le deuxième sujet, c'est pour moi l'école. Et ça va rejoindre un peu la question de l'identité pour moi. Ça sera l'une des façons dont j'essaierai de lutter contre le grand remplacement de la France, parce qu'il y a un grand remplacement qui est un remplacement culturel aussi, éducatif. Et pour preuve, hier, on nous a annoncé quelqu'un qui va totalement déconstruire encore un peu plus les, euh, les élèves. Les élèves français. Et moi, j'aimerais vraiment aujourd'hui lutter demain pour que sur cette question de l'école, des lubies qui gangrènent l'école, ces idées qui nous viennent des États-Unis dans une espèce de confusion terrible de société qui fait qu'aujourd'hui, et Léa Traoré et certains lobbies LGBT qu'il ne faut pas confondre avec des personnes qui ont une orientation sexuelle quelconque. C'est juste qu'il y a des lobbies aujourd'hui qui vont expliquer à des enfants dans des écoles. Je vais vous donner un chiffre que j'ai lu récemment. En Grande-Bretagne, en, en 5 ans, il y a eu une augmentation de la part des adolescentes de 3000, plus de 3000% de demandes d'injection de testostérone de la part d'adolescentes. Donc, plus de 3000%. Donc, on est dans un délire tout simplement parce qu'il y a des gens qui font une propagande qui est massive dans les écoles et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une forme de confusion parce que, et d'ailleurs, les gens de gauche devraient s'interroger pourquoi est-ce que ceux qui veulent lutter contre les néolibéraux, ils sont d'accord avec toutes les lubies, ils sont d'accord ensemble avec les néolibéraux contre lesquels ils luttent sur toutes ces lubies de déconstruction des individus, mais toujours de la même façon. Hein. C'est l'Occident qui est visé dans cette déconstruction. Euh, et moi, je veux vraiment lutter contre tout cela à l'école pour que l'école reste un endroit où tout Français va apprendre la France, mais à la base, apprendre à lire, écrire
compter et apprendre à aimer la France. Donc pour moi, ce sont les deux sujets. Et le troisième sujet, puisque vous m'en avez demandé trois, c'est peut-être aussi un aspect démocratique. J'essaie de réfléchir, on est en train de travailler là-dessus avec les personnes qui m'accompagnent dans ma petite équipe, qui est une équipe modeste, mais qui est une équipe formidable, de réfléchir aussi à des aspects sur comment améliorer la démocratie. Peut-être que lors de mon mandat, si je suis élu, c'est de redonner, enfin d'essayer de créer des cercles qui redonnent goût, redonnent le goût de la politique aux citoyens via peut-être des cercles d'exercice citoyen où effectivement non seulement je viendrai rendre des comptes, mais ça se fait déjà sur ce qui se discute à l'Assemblée nationale, mais également apprendre aux citoyens de ma circonscription, à apprendre un peu plus notre constitution, apprendre à comment est-ce qu'on écrit des lois, leur proposer aussi éventuellement, leur faire participer, pourquoi pas, à l'élaboration de certaines lois, en tout cas à des idées de lois qu'on pourrait faire valoir. Pour moi, ces trois aspects comme ça, modestes, puisque nous ne sommes pas aux affaires, ça veut dire que la politique générale qui va nous diriger n'est pas la nôtre. C'est peut-être trois aspects sur lesquels je pourrais travailler et peut-être même rassembler du monde, que ce soit sur la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale pour lutter contre le grand déclassement parce que ça rendra de l'argent aux Français, sur la lutte contre la déconstruction de l'identité française via l'école, et puis sur l'amélioration un tout petit peu de notre démocratie. Voilà. Alors, si vous pouvez répondre par pour ou contre sur les deux, trois questions que je vais vous poser, ce serait parfait. Alors, C'est la premier, nouvelle technique pour que je ouais, réponde de façon courte. exactement. Alors, premier sujet, c'est un sujet anxiogène. Alors, vous pouvez, si vous voulez préciser peut-être, mais pour ou contre, déjà, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abrogation ou la suppression du pass sanitaire et du pass vaccinal? Je suis pour sa suppression, oui. Parce que D'accord, le pass vaccinal et pass sanitaire n'a plus un intérêt médical, mais c'est un intérêt politique et j'en suis totalement contre. d'accord. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale? Ah, c'est une très belle question. Je vais vous donner 2 minutes, juste vraiment 2 minutes. Pas de souci. Euh, voilà. Euh, Dans l'absolu, je suis contre, parce que je suis vraiment pour la Ve République telle que l'a voulu le général de Gaulle, donc avec une majorité qui permette au président que le président puisse effectivement appliquer sa politique. Il faut savoir que la Ve République a été érigée pour lutter contre le gouvernement parlementaire, si je peux résumer ça ainsi, et que même des gens comme Léon Blum essayaient de renforcer certains types de pouvoirs pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée. Euh, néanmoins, donc, de base, je suis contre, d'autant plus que nous sommes en période de crise. Moi, je considère que la France est en crise et que euh, la seule république ou la seule constitution qui peut effectivement donner une efficacité au pays, c'est la Ve République et le système que nous avons actuellement. Néanmoins, j'estime que le général de Gaulle avait pensé à cette constitution parce qu'il faisait vraiment confiance à ses successeurs. Et j'estime que ses successeurs ont failli dans tous les sens du terme, que la classe politique s'est totalement dégradée et qu'aujourd'hui, au pouvoir, nous avons élu un jeune impétueux qu'on a renforcé lors de la dernière élection présidentielle. Et je pense que lui donner autant de pouvoir et une majorité en plus absolue est, à mon sens, dangereux pour la nation, de la même façon que Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Donc, dans les conditions actuelles, et seulement dans les conditions actuelles, la proportionnelle me semble être un moyen pour freiner ou freiner à minima ou ralentir la dérive dans laquelle on va. Euh, donc, je suis très partagé sur cette question-là parce que moi, je suis absolument pour la Ve République telle qu'elle existe. Mais je me dis que si c'est un moyen aujourd'hui d'empêcher qu'Emmanuel Macron ou autre fasse sa politique, alors oui, dans ce cas-là, je suis pour la proportionnelle. Et c'est pour ça, si on ne veut pas en arriver là, parce que je crois que Emmanuel Macron y réfléchissait
à une proportionnelle qui n'est pas par contre intégrale, si je ne me trompe pas. Mais si on ne veut pas en arriver là, en fait, le peuple français, parce que le peuple français a bien intégré la Ve République, donc généralement, quand un président est élu, il lui donne la majorité. Mais si le peuple français veut reprendre un peu de pouvoir et qu'on n'aille pas jusqu'à une proportionnelle intégrale, il faudrait juste qu'il puisse élire en minorité les députés de Renaissance, comme ils s'appellent aujourd'hui. Et peut-être quand ils vont renaître, peut-être 15 ans plus tard, et on va les laisser un peu mariner un tout petit peu. Mais voilà, c'est la seule solution. Donc, c'est ni oui ni non pour moi, mais je penche plutôt pour le système actuel que pour une proportionnelle intégrale. Voilà. Alors, Mais je voulais quand même étayer ma réponse. alors, on arrive à la fin de l'interview. Si en 2 minutes, quel message souhaiteriez-vous faire passer donc au lectorat Oldecap? Donc en 2 minutes, trois si maximum. Oui, Quel message? Voilà. Alors, je c'est vous, je pour vous, tous les habitants de la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, pas seulement Aulnay-sous-Bois, mais également Bondy Sud-Est et Pavillon-sous-Bois. je vous promets que je vais faire 3 minutes. D'accord. Euh, Moi, je leur dis une chose. Ils ont été, pour beaucoup, enfermés dans une logique à gauche, dans le piège encore de François Mitterrand. Quand il a perdu le vote populaire, il s'est tourné, et d'ailleurs, ça a été matérialisé par Terra Nova. Euh, Ces gens ont été enfermés dans un désamour de la France. Et ce désamour de la France, on voit ce que ça crée. Euh, Ça crée qu'aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis devient le premier endroit qui accueille le plus d'étrangers en France. Euh, Ça crée qu'aujourd'hui, en termes de démographie, parce que vous voyez, tout cela va de pair. Si je vous donne un chiffre, je crois qu'en 82, on était 58e en termes de familles qui faisaient le plus d'enfants, donc plus de 3 enfants. Et aujourd'hui, on est premier au niveau de la Seine-Saint-Denis. Ça fait qu'aujourd'hui, en termes de chômage, on fait partie des 10 départements qui sont où il y a le plus de chômage, où la proportion des jeunes de 18 à 24 ans qui ne trouvent pas de boulot est la plus élevée. Tout ce que je vous dis est la conséquence de la politique de gauche et de la lâcheté de la droite dans le département. Moi, ce que je veux, c'est ramener la France au cœur de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'en ramenant la France, les ingrédients qui font que le fragile équilibre de notre commun sera intact, sera préservé. C'est-à-dire qu'on va ramener la sérénité en ramenant un équilibre qui est tout simplement un équilibre français. Pourquoi ramener la France? Parce que les ingrédients qui sont contenus dans la nation française, dans la patrie, dans le patriotisme, sont ces ingrédients qui vont faire que l'ascenseur social va refonctionner. Donc moi, je dis à mes compatriotes de la Seine-Saint-Denis, c'est soit vous continuez dans ce que j'ai dit au début et qui entraîne la Seine-Saint-Denis euh, d'ailleurs à être catalogué comme un département du pire, soit on ramène la France et uniquement la France au cœur de notre territoire. Et je terminerai par une citation pour encourager tous les patriotes, c'est que l'espérance est, est une détermination héroïque de l'âme, mais sa plus haute forme est le désespoir surmonté. Alors, il faut surmonter ce désespoir et il y a 2 façons de le faire. Il n'y a même pas 2, il y a une seule façon, ça s'appelle la France et rien que la France. Pour que vive notre République et surtout pour que vive la France. Voilà. Merci beaucoup et merci pour Merci cette à vous. interview et donc à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.